a tout fait précisément pour fabriquer en quelque sorte l'image d'une forteresse assiégée qui ne correspond pas du tout à la réalité. Euh, la Fédération russe s'était invitée pour être membre des groupes des 20 pays, groupes des 7 pays. Beaucoup de gestes sont été faits et donc il a tout fait euh, pendant 20 ans de son mandat pour en fait convaincre ses concitoyens qu'il y a une sorte d'abîme qui sépare son pays de l'Europe et du monde démocratique. Euh, il faut bien dire que c'est un dictateur qui a hérité à la fois les traditions du KGB, du FSB actuel, et de l'Union soviétique, qui aussi était par définition une société fermée. Selon la définition, que ce soit Henri Bergson ou Karl Popper. C'est-à-dire, par exemple, moi, dans mon enfance et la jeunesse, jusqu'à la fin de l'Union soviétique, on ne pouvait pas sortir de la société, voilà, traverser la frontière soviétique. Ce qui est inimaginable, évidemment, pour nous aujourd'hui, pour le monde euh, ouvert. Je pense que il faut en fait procéder par les points nécessaires pour changer cette donne, cette mentalité, cette construction à la fois artificielle et archaïque. Bien sûr, il faut libérer le pays du régime poutiniste, c'est-à-dire régime terroriste, déclaré comme tel par le Parlement européen et par les nombreux pays. Euh, je pense que, en fait, contrairement à ce qu'on dit assez souvent, ça va affaiblir le KGB, le FSB, le pouvoir de ce régime-là. Et donc, je pense qu'on exagère en disant que ce n'est pas le pire en matière, je dirais, de la gouvernance, c'est le pire. C'est-à-dire, c'est un bandit qui est formé par le système du KGB. Donc, voilà, tu tues plutôt pour ne pas être tué. Tu es habité par, je dirais, des visions du monde complètement inhumaines et donc qui projettent cet comportement inhumain. Mais la différence fait que, si vous voulez, pendant 2 décennies, Poutine a trop fait pour sacraliser sa personne et la disparition de ce tyran. Il est mortel comme tous les tyrans du monde. Disparition de ce tyran, la perte du pouvoir va affaiblir, soi-disant, verticale dictatoriale. Et donc, de toute façon, le personnage suivant ne soit pas du tout vu de cette façon-là, n'aura pas du tout les masques du leader qui a visité Versailles, qui était reçu presque partout. Au contraire, son image soit affaiblie, beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus local en fait, provincial. Et pour son entourage aussi, il n'aura pas du tout les mêmes leviers de pouvoir. Donc, dans ce sens-là, à mon avis, il ne faut pas avoir peur de,
ce changement, d'ailleurs, le leader d'opposition russe, tout en étant minoritaire, mais ils disent qu'il faut absolument libérer le pays de ce clan mafieux qui est maintenant en fait en train de tyranniser son peuple et faire la guerre à l'Ukraine, à l'Europe, et donc nous priver des sécurités nécessaires en chaque famille, en chaque foyer familial, voilà, du monde libre. Il est très clair que d'abord Poutine, c'est l'homme criminel. Euh, je pense que sa force est légèrement exagérée. Je pense que on a l'affaire à un colosse au pied d'argile. J'ai assisté moi-même à la disparition de l'Union soviétique, qui était quand même superpuissance mondiale, d'ailleurs beaucoup plus forte proportionnellement par rapport à la Fédération russe. On assiste à plusieurs défaites de l'armée russe qui n'est pas du tout été capable, qui était carrément incapable d'encercler Kiev, prendre, attaquer la capitale, qui était incapable de garder au moins un seul grand ville envahi, Kherson. Kherson était libéré par l'armée ukrainienne. Et nous assistons maintenant à la fois, nous savons combien, enfin, millions de Russes ont quitté la Russie précisément pour n'être pas aussi mobilisés dans cette guerre sale, absurde. Et nous voyons combien de Russes sont en train de couper ses propres mains, jambes, d'être mutilé pour ne pas aller au front. Donc c'est vraiment la métaphore et la réalité, hélas, de la société qui est en train d'être mutilée, d'être traumatisée de l'intérieur par cette guerre qui n'a aucun sens. Parce que bon, ce n'est pas un petit pays qui a grand besoin d'élargir les territoires. Au contraire, aucun investissement dans les hôpitaux, dans les routes, dans l'enseignement, dans les structures de la société. Et d'ailleurs, contrairement à l'esprit du pays du Sud, aucun respect pour la famille. N'est-ce pas? La Russie, c'est le pays dans le monde où il y a le plus de divorces, d'avortements, des familles en ruine et la situation démographique absolument négative. Le pire, c'est qu'ils essayent leur crise profonde, une abîme démographique remédiée par déportation des populations. Il y a plus de 43 camps où des milliers des enfants ukrainiens sont déportés. Voilà la manière absolument barbare de combler le vide, en fait, démographique humain. Donc, si vous voulez, à ma connaissance, au Liban, c'est quand même la famille qui joue un rôle qui est vraiment valorisé, qui a un sens, famille nombreuse, avec beaucoup d'enfants, avec une attention toute particulière portée aussi bien aux enfants et aux petits-enfants. C'est exactement, ça n'existe pas en Russie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on connaît, par exemple, de la famille de Poutine lui-même? Personne n'a vu ni sa femme, ni ses enfants. C'est une histoire noire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle skeleton in the cupboard, des squelettes dans leur placard. Et je pense que vu cette réalité-là, il est important justement au maximum de libérer les pays de l'Europe. Là, j'insiste beaucoup que c'est une question pour l'Europe, bien sûr, l'Occident au sens large, mais surtout pour les pays libres, démocratiques,
pour les pays qui tiennent justement aux valeurs de la dignité, de la vie humaine, ce qui est aussi bien sûr le cas du Liban, voilà, de choisir la vie, n'est-ce pas? C'est ça qui nous enseigne la vraie tradition biblique universelle, choisir la vie. Alors que la seule chose qui essaie de vendre ce régime nihiliste, c'est la mort. En fait, c'est une idolâtrie de la guerre et de la mort. C'est ça que Poutine a porté en Syrie, euh, au Caucase, dans son propre pays, en Transnistrie et maintenant en Ukraine. Donc voilà, il ne cache plus en fait la nature nihiliste et meurtrière de son régime. Et hélas, je pense que les gens, peut-être par les anciens schémas du monde bipolaire, de la guerre froide, les gens n'arrivent pas à percevoir que nous sommes déjà entrés dans une autre période historique, dans une autre réalité, et en fait, euh, c'est en fait la dernière empire anachronique, archaïque sur le continent européen qui prétend de se dresser contre l'empire occidental. Mais je pense qu'il est très important de comprendre que l'Ukraine, précisément, représente aujourd'hui libération du colonialisme impérial. Et dans ce sens-là, la solidarité avec les autres pays qui étaient libérés du colonialisme du XXe siècle, du siècle précédent, en fait, les pays du Sud peuvent être beaucoup plus solidaires aujourd'hui, justement, avec ce mouvement de libération ukrainienne et de volonté aspirée, voilà, de ne plus être monopolisé et torturé par, encore une fois, un empire inhumain. Écoutez, peut-être les gens qui se moquent du complotisme n'est pas si actifs dans les réseaux sociaux pour manifester leur ironie, leur rire et leur aussi consternation. Comment les gens du bon sens, disons, peuvent imaginer des choses pareilles et en fait de s'amplifier le monde si complexe dans chaque village, dans chaque ville. On voit la complexité des rapports des gens, des cultures. Il suffit de prendre au sérieux, par exemple, votre cuisine libanaise ou la cuisine ukrainienne. Il suffit de goûter le borsch, voilà, pour comprendre la complexité. Réduire tout ça à plat et de dire voilà notre planète, notre humanité est dirigée complètement par tel ou tel chef unique, c'est quand même une simplification, je dirais, stupide, tout simplement. Mais bref, je mets entre parenthèses ça et je pense que tout simplement c'est dans l'intérêt de chaque citoyen, encore une fois, du pays libre, de ne pas vivre ce que nous avons vécu à Beyrouth ou à Kiev, c'est-à-dire de voir une belle ville bombardée, ravagée par la guerre, par les missiles, par les bombes, par la destruction totale. Et je pense que, comme vous dites, les gens sont beaucoup plus conscients que nous sommes entrés dans une période historique dangereuse. Eh bien, la sécurité devient la priorité et je pense que pour chaque mère de la famille, penser que leurs enfants peuvent être en sécurité, qu'il ne faut pas tout de suite partir vers Australie ou Canada, qu'on peut malgré tout vivre autour des Méditerranée
Ça, c'est quand même important. Et donc, dans ce sens-là, la sécurité devient une priorité, encore une fois, au quotidien. N'est-ce pas? On a beaucoup, trop peut-être parlé comment on va vivre cet hiver. L'hiver est derrière nous. On a traversé cet hiver sans énormes difficultés. Donc, c'est le printemps et l'été qui nous attend. Mais c'est dans cette période-là, c'est quand même la sécurité et la paix là où c'est possible, devient absolument vital. Et je pense que, grosso modo, il ne faut pas céder à le paquet de la peur que Kremlin voudra nous vendre. Vous imposez comme d'ailleurs la dernière marchandise. Tant que le Nord Stream 2 ne marche pas, voilà, c'est l'effort de, en fait, de vendre trois fois rien, la peur, les gros mots qu'on utilise pour parler de Troisième Guerre mondiale, alors que ça ne veut rien dire. Ces trois mots n'ont aucun sens. En revanche, nous sommes en train de vivre déjà depuis un an une guerre jamais couverte, jamais médiatisé, peut-être jamais dans l'histoire, on n'a pas eu une guerre couverte de cette façon-là par les journalistes, des très bons journalistes d'ailleurs, qui risquent leur vie pour dire la vérité, ce qui se passe, y compris dans les villes comme Kharkiv ou Kherson bombardés ce matin. Donc, vraiment des villes, les civils, où il n'y a pas même ni usines de munitions, ni de militaires. Donc, nous assistons systématiquement euh, à la destruction de la vie humaine des civils dans les villes occupées, les massacres à Boutcha, à Irpin, à Izum, tout ça, c'est quand même présent dans l'esprit d'une grande majorité de Français, par exemple. Presque 80% des Français sont pour soutenir la résistance ukrainienne. Et puis, je pense qu'au fond, c'est précisément notre solidarité élargie, encore une fois, nord-sud, pays démocratiques et pays plus ou moins démocratiques, comme vous parlez des Landes, qui peuvent dissuader les Russes et aussi ses alliés potentiels autoritaires, disons. Et donc, au fond, si vous voulez, on vit la tragédie, donc c'est pas le moment de parler de l'optimisme. Chaque jour, il y a des pertes absolument inestimables. Devant mes yeux les photos de mes anciens étudiants, de mes collègues de l'université qui donnent leur vie pour nous défendre, pour voilà, pour qu'on puisse avec vous avoir une conversation libre et suivie. Mais en même temps, je pense que, comme on dit, je n'ai pas de doute que l'éléphant européen va gagner. C'est-à-dire, on sait pertinemment que l'économie russe est plus faible que le seule économie italienne ou française ou bien sûr forte et allemande. Donc, si vous voulez, l'Union européenne constitue des dizaines de fois plus en matière d'économie, des capacités de toutes sortes que cet État, justement, qui n'est pas du tout misé sur le développement, mais au contraire, qui regarde tout le temps dans le passé. Et puis, militairement aussi, il est absolument clair que le temps est infiniment plus fort que cette armée, encore une fois, qui s'avérait beaucoup plus faible qu'on y croyait. Et puis, je pense que fondamentalement, les gens libres et solidaires sont beaucoup plus forts que les gens qui sont en train de quitter le champ, se mutiler, qui sont titanisés par la peur et qui sont en train de vivre dans une société totalement atomisée. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une destruction
société et qui me rappelle précisément l'Union soviétique dans les dernières années de sa vie. Donc je pense que nous assistons à l'agonie de ce régime russe autoritaire et donc la seule issue, c'est rétablir l'ordre international, voilà, qui permettra de respecter les frontières des États souverains et qui permettra d'assurer le minimum nécessaire de sécurité pour tous les gens, soit dans ce pays, soit dans diaspora, que ce soit une grande diaspora de notre pays et du vôtre. Donc, à mon avis, communication, échange voilà, rétablir l'ordre national, c'est-à-dire aussi rétablir la confiance mutuelle et notre capacité de faire le nécessaire pour justement gérer des projets qui touchent chaque pays et notre petite planète.